Demain, 6 mois de concertation, nous allons évoquer votre livre « Quelle école voulons-nous » avec le sociologue et philosophe Edgar Morin aux éditions Odile Jacob. Mais d'abord, les retraites. Et la dernière réaction en date, sans tarder, c'est Marine Le Pen. Cet après-midi, elle a lancé sa campagne pour les élections municipales. Elle est revenue sur le retrait de l'âge pivot et je vous propose de l'écouter. La manipulation autour de l'âge pivot m'apparaît quand même très révélatrice. L'âge pivot était un élément de négociation grossier et un écran de fumée destiné à être sacrifié dès le départ, je vous l'avais d'ailleurs annoncé, et à focaliser l'attention pour faire accepter l'essentiel du texte, induisant une inadmissible baisse des pensions de retraite pour l'ensemble des professions. Faisons simple, vous lui répondez quoi, Marine Le Pen? Vous avez manipulé les Français? Jamais de la vie. Et bien entendu, comme d'habitude, il s'agit d'être contre tout. C'est un fonds de commerce pour elle. C'est de plus en plus difficile d'ailleurs de distinguer ce que dit Marine Le Pen et ce que dit Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire c'est en fait la facilité dans la vie publique, c'est-à-dire être contre tout, être dans les responsabilités. S'il y avait des personnes comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon en responsabilité, on aurait tout simplement la démagogie et à la fin le déséquilibre des comptes et tout simplement l'avenir de la France qui serait obéré. Donc c'est des déclarations... En plus, qui joue toujours sur le complotisme, hein, comme si on pouvait ainsi, à l'avance, prévoir la réaction de tous les acteurs et comme si on était dans ce type de logique. Donc c'est sans arrêt ce type de discours, toujours contre et toujours donnant une idée de complot quelque part, qui sont des discours qui font mal à la démocratie. Pour vous, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose? Je dirais pas ça, ce serait trop simpliste de dire ça. Justement, j'essaye moi de ne pas être dans le simplisme. Mais vous les mettez là sur le même plan, exactement. Oui, parce que je trouve, parce que je dis pas que c'est la même chose. C'est pour ça, il faut ne pas être simpliste. Je dis pas qu'ils sont identiques. J'observe que sujet après sujet, ils disent des choses comparables et même que parfois ils ont l'air de se trouver des qualités mutuelles. Mais il représente un certain nombre d'électeurs, hein, surtout Marine Le Pen. Ah ben sans aucun doute. Il y a de nombreux Français qui pensent certainement la même chose que Marine Le Pen. Vous balayez cette idée d'une éventuelle manipulation comme ça d'un revers de main. Si ce sont des électeurs qui vous le disent et qui le pensent, vous leur dites quoi à eux? Personne. Enfin, il y a strictement aucune manipulation. Même si, vous savez, il y a des sujets sur lesquels c'est une chose ou c'est une autre, mais c'est pas entre les deux. Là, en l'occurrence, il n'y a aucune manipulation. Donc, Marine Le Pen dit quelque chose de faux. Quand c'est faux, quel que soit le nombre d'électeurs que vous avez. C'est comme certaines réalités scientifiques. C'est vrai ou c'est faux. C'est pas des sujets du nombre d'électeurs. Oui. Non, je vous en prie. Marine Le Pen, elle affirme aussi que le macronisme se dévoile. Je la cite. Elle parle de désordre, de cynisme. C'est blessant, de plus en plus violent. C'est méticuleusement inefficace. Oh, des mots, uniquement des mots pour toujours essayer de saper, ne jamais savoir distinguer ce qu'on pourrait approuver, ce qu'on pourrait désapprouver. C'est la définition même du populisme que d'être dans le simplisme, d'être dans l'attaque systématique pour détruire et essayer de créer les conditions pour soi-même se faire valoir. C'est ce qu'elle fait, ce que fait aussi l'extrême gauche. C'est pas ça qui renforce la démocratie. Heureusement, ils ne sont pas au pouvoir. Elle donne rendez-vous dans les urnes lors des élections municipales. On en reparlera dans quelques instants avec Guillaume Roquette. Je reviens maintenant sur cette lettre envoyée par Matignon et le retrait temporaire donc de l'âge pivot de 64 ans en 2027 du projet de loi de réforme des retraites. Ça change tout, ça change quoi ? C'est un pas très important qui a été fait et qui justement montre qu'on avance par le dialogue. Et donc par définition, ça passe par des étapes parce qu'il faut écouter. Il faut bien se rendre compte que tous les interlocuteurs ne disent pas la même chose. Donc c'est un exercice compliqué qui suppose d'écouter tout le monde. Et donc là, ce qui s'est passé vendredi et samedi, grâce à l'écoute qu'il y a eu entre le gouvernement et les organisations syndicales, est incontestablement un pas très important. Parce que ça permet tout simplement de maintenir un objectif fondamental, qui est fondamental pour nos enfants, parce que nous pensons non seulement au court terme, mais au long terme. Et donc la question de l'équilibre des comptes, tout simplement pour que tout le monde puisse avoir une retraite, commencer par les retraités actuels, les retraités futurs, et donc avoir un équilibre des comptes. Et ça, ce point-là est un point d'accord. Et maintenant, sur la manière d'y arriver, nous montrons la plus grande souplesse grâce à ces discussions. Vous avez la sensation d'avoir sauvé votre réforme, là ? Oui, même si ce n'est pas le sujet. De toute façon, la réforme, si vous voulez, il y a deux aspects très importants. Il y a le caractère universel du régime
de retraite. C'est-à-dire le passage à une logique nouvelle, la logique par points, beaucoup plus égalitaire pour tous les Français et nous permettant d'avoir une retraite meilleure, notamment pour des catégories qui aujourd'hui sont défavorisées par le système de retraite actuel. Donc c'est une réforme profondément sociale dans ce sens. Rappelons-le, hein. Rappelons que par exemple les agriculteurs seront gagnants dans cette réforme, beaucoup de femmes seront gagnantes de cette réforme. Donc c'est un point majeur et celui-là d'ailleurs fait l'objet d'accords dans les grands principes avec des syndicats comme la CFDT ou l'UNSA sur les grandes idées. Maintenant, l'autre sujet qui est pas facile, qui est l'équilibre des comptes, sur quels paramètres on joue, les pensions, les cotisations ou l'âge, eh bien sur ce sujet-là, il y a évidemment des désaccords, on le sait. Eh bien, les discussions de vendredi et samedi permettent là aussi, en effet, d'avancer d'un pas vers la réforme. Bon, on va s'y arrêter dès à présent, mais je voudrais juste vous demander s'il s'agit aussi d'une victoire pour la CFDT. Je pose la question parce que le mot victoire, c'est Laurent Berger lui-même qui l'a tweeté hier soir. Il estime que c'est une victoire. Donc on peut tout à fait comprendre qu'il estime avoir gagné face à vous sur cette partie de la bataille. Quand il gagne, c'est pas tant mieux s'il considère qu'il y a une victoire. Ce qui compte, c'est la victoire de la France. C'est vrai aussi pour les déclarations politiques que vous avez citées aujourd'hui. Est-ce qu'il faut pour la CFDT oui, certainement, et tant mieux. Mais je ne considère pas qu'une victoire de la CFDT soit une défaite du gouvernement. Au contraire, victoire de la CFDT, victoire du gouvernement, victoire de la France. C'est ça qui compte. En quoi c'est une victoire pour le gouvernement ? Parce qu'on avance, parce que les grands objectifs sont consacrés, c'est-à-dire, encore une fois, plus d'égalité par le système universel et plus de responsabilité par le système par points. Donc ces deux sujets-là qui sont essentiels pour l'avenir du pays avancent grâce à ce qui s'est discuté. Donc il est évident que plus les acteurs se sentent victorieux, plus ils sentent qu'ils sont écoutés et que cela permet d'avancer, meilleur c'est. À la fin, ce qu'on doit tous avoir à l'esprit quand même, c'est la victoire, pas de X, Y ou Z, c'est la victoire de la France. Pour le moment, c'est pas acté, c'est pas gagné. Donc la victoire de l'intérêt général. Oui, mais peut-être ce qui se joue au travers de ça, c'est non seulement cette réforme, mais notre manière de se parler les uns aux autres en France, si vous voulez. Ce qui est important, c'est que ce soit pour la démocratie politique ou pour la démocratie sociale, et donc le dialogue avec les syndicats, nous réussissions à construire des solutions ensemble. Vous pensez avoir montré votre capacité à être dans le dialogue social, là, cette fois-ci ? Nous ne sommes pas parfaits. On peut toujours sur chaque sujet, mais c'est vrai de chacun d'entre nous, c'est vrai de tout. On peut toujours revisiter ce qu'on a fait au cours des derniers mois et trouver que certaines choses auraient pu être mieux faites, certainement. Mais notre volonté d'une démocratie sociale, où on s'assoit autour de la table et où on avance grâce au dialogue, elle est évidemment très forte. Je rappelle qu'il y a eu 18 mois de travail mené par Jean-Paul Delevoye. Après, notre pays, il est comme il est, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un pays scandinave, nous n'avons pas des habitudes de discussion avec l'ensemble des syndicats qui aboutissent à des résultats sur des grands sujets, malheureusement, mais ça peut progresser. Il y a une tradition du dialogue social à travers l'histoire en France. Bien sûr, il y a des points qui vont dans le sens du dialogue, il y a des points qui vont dans le sens du conflit. Eh bien, nous essayons d'appuyer sur les aspects de cette tradition qui vont dans le sens du dialogue. À aucun moment, depuis ces dernières heures, vous ne vous dites quel temps perdu ? Quel temps perdu ? Pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt ? Parce que beaucoup ont envie de vous poser la question, je vous la pose. Pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt ? Ah non, mais parce que d'abord il y a des étapes à suivre pour écouter tout le monde. Ensuite, quand il peut y avoir quand on considère qu'il y a du temps perdu, il faut dire deux choses là-dessus. Premièrement, sur le fait que le dialogue prenne du temps, c'est absolument inévitable. C'est absolument inévitable parce que, encore une fois, les acteurs sont très différents. Tout le monde ne dit pas la même chose. Le gouvernement a vocation aussi à chercher un point d'équilibre entre des positions qui peuvent exister. Puis deuxièmement, là où je vous donne raison, c'est que nous ne sommes pas assez dans une société de confiance. Ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est quelque chose qui existe malheureusement depuis un certain nombre d'années. Vous n'avez pas amélioré cette confiance, visiblement. Ça se discute, ça dépend de quoi on parle. Il y a des sujets. Regardez ce qui est en train de se passer en matière d'environnement avec la conférence sur l'environnement, pour laquelle il y a des éco-délégués qui discutent, sur lesquels j'espère que ça va aboutir à des choses constructives. Il est évident que c'est nous tous les Français, qui devons tout simplement réussir à être plus à l'écoute les uns des autres. Et vous savez, ça a été démontré, mais une société de défiance, ça a un coût. Donc quand vous dites quel gâchis, vous avez raison de ce point de vue-là. Ce serait beaucoup mieux qu'on puisse ne pas passer par des choses conflictuelles, qu'on puisse parfois mettre sur la table, comme une famille le fait, les objectifs que l'on doit avoir. Par exemple, en matière d'équilibre budgétaire, c'est l'intérêt général qui doit primer dans Il y en a d'autres, notamment Gérard Larcher, qui vous le rappelle ces dernières heures. Et là aussi, on aura l'occasion de l'entendre dans quelques instants. Mais la suite, vous espérez que ce sera quoi ? Vous pensez que ce qui vient de se passer, c'est de nature à apaiser la mobilisation ? Oui, bien entendu, puisque d'abord, il y a la démonstration d'une écoute. Ensuite, ça ouvre encore une nouvelle période désormais
on va pouvoir avancer vers des solutions qui, elles aussi, seront basées sur l'écoute. S'agissant de ceux qui ont des protestations, on les a écoutés, donc la grève n'est pas nécessaire pour qu'il y ait écoute. Donc évidemment, je pense que c'est de nature à baisser la mobilisation. Plus 5 points de soutien à la grève ce matin encore dans le JDD, le sondage de l'IFOP. Oui, les vous Français savez, sont toujours là. les choses aussi, en réalité, il y a aussi bon nombre de personnes qui ne sont pas en soutien. C'est surtout les Franciliens aujourd'hui qui sont les plus victimes de la grève. C'est peut-être aussi à eux qu'il faudrait demander. Parlons des cheminots, justement. RATP, SNCF, la base, en tout cas dans ce domaine-là, n'a pas décidé de suivre les centrales syndicales. La CFDT, je ne parle pas de la CGT, je ne parle pas de FO, la CFDT cheminots appelle à maintenir la mobilisation. On écoute le secrétaire général adjoint CFDT cheminots. Le retrait de l'âge pivot de 64 ans est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il est naturel que les cheminots qui sont dans le conflit attendent des garanties sur leur niveau de pension future. C'est quand même inacceptable de leur demander de sortir uniquement sur le principe du retrait de l'âge pivot de 64 ans. Toper, comme on dit avec Laurent Berger, ça ne suffit pas à apaiser la base, en tout cas pas celle-ci. Alors, le domaine, évidemment, où les choses sont les plus difficiles, c'est là où il y a des régimes spéciaux, puisque nous le disons depuis le début, effectivement, le régime universel va de pair avec la fin des régimes spéciaux, tout simplement parce qu'il est plus égalitaire et qu'il n'y a pas de raison, si on réfléchit bien, à avoir des systèmes différents selon tel ou tel statut. Et donc, donc c'est normal que ce soit là que ce soit le plus difficile. Maintenant, du côté de ceux qui travaillent aujourd'hui à la SNCF ou la RATP, il y a en réalité beaucoup de garanties, notamment la transition qui est prévue est une transition très douce. Tous ceux qui sont nés avant 85 ne sont pas concernés par la réforme. Eux continuent pas à se mobiliser pour demander le retrait de l'âge pivot. Ils avaient bien d'autres raisons. Ils n'ont pas obtenu, de gestes depuis hier, leur disant qu'effectivement, ils ont des raisons d'arrêter ce qu'ils faisaient il y a 2 jours. De toute façon, il y a effectivement des sujets que nous posons depuis le début et qui sont des sujets où un désaccord peut être constaté. En l'occurrence, oui, nous voulons un régime universel et qui se traduit par la fin des régimes spéciaux. Vous leur dites quoi à ces cheminots ce soir et à ceux qui vont se mobiliser là encore? Je leur dis que le dialogue continue sur bien des sujets. Notamment, j'entends bien ce qu'a dit ce représentant de la CFDT sur les perspectives qu'il souhaite avoir en matière de montant des retraites. Mais dans le cadre de la réforme, ces choses-là peuvent être encore précisées et discutées. Vous savez, le système universel avec ce système à points est un système qui permet encore bien des discussions. Ensuite, à l'intérieur de ce système, par exemple la pénibilité, c'est un sujet qui peut être traité de manière d'ailleurs plus claire, plus cohérente, dès lors qu'on a un système à points. Et donc on peut tout à fait encore tenir compte de spécificités, mais à l'intérieur d'un régime général. Alors là, on a parlé des cheminots. Il n'y a pas que les cheminots. Il y a Philippe Martinez pour la CGT d'une manière générale, ou encore FO, qui ont presque l'impression d'être renforcés dans leur opposition. Ils nous disent, en somme, pour nous, c'est la preuve que le gouvernement peut reculer et que si on se mobilise, on peut obtenir des choses. Vous ne les avez pas convaincus. D'ailleurs, vous ne ferez aucun geste pour essayer de les convaincre, visiblement. Écoutez, on peut toujours espérer, mais c'est vrai que tout ce que dit M. Martinez depuis le début, c'est de la pure opposition, donc c'est très difficile d'imaginer d'avoir un accord. C'est fini. Non, je pense que c'est toujours important de discuter et d'entendre des arguments. Vous savez, il faut quand même avancer sur la base d'arguments. Moi, parfois, il m'est arrivé d'entendre des arguments de FO ou de la CGT sur ce sujet ou sur d'autres, avec lesquels on peut travailler, si vous voulez. Donc, il ne s'agit pas de fermer les portes. Mais on ne peut que constater le fait que M. Martinez s'est mis dans une opposition totale depuis le début. Voilà, c'est un fait. C'est difficile de le changer. Beaucoup depuis hier évoquent un front syndical que vous auriez fissuré, que vous auriez réussi à fissurer. Vous cherchez à les isoler dans l'opposition, ces syndicats qui sont les plus contestataires. Ça vous arrange finalement? On n'est pas sûr de camp. Notre sujet n'est pas tactique, c'est vraiment un sujet de fond, c'est-à-dire comment est-ce qu'on assure encore une retraite plus juste et plus pérenne pour l'ensemble des Français. Après, on sait bien que les syndicats ne disent pas la même chose sur le sujet avant même la réforme. L'idée d'une réforme universelle par points, elle était même plutôt née chez la CFDT. Et la CGT n'y était pas favorable. Donc il y a une différence entre les syndicats. C'est pas spécifiquement ce gouvernement qui fissure les positions, c'est qu'il y a heureusement d'ailleurs une diversité de points de vue et que on doit s'appuyer sur certains qui partagent la même vision.
Dans le détail, l'âge pivot, donc pas d'âge pivot, on le rappelle, pour équilibrer les comptes en 2027 fixés à 64 ans et qui devaient être mis en œuvre pour 2022. C'est un premier point. Quelles sont les marges de manœuvre? Parce qu'on a beau regarder, elles nous semblent faibles. Je prends un point, par exemple, Jean-Michel Blanquer. On dit, on lit, pas de hausse du coût du travail. Vous n'écartez pas d'augmenter les cotisations. Elle est où, la ligne de crête? C'est justement ce sera au cœur des discussions, donc on ne peut pas les préjuger de cela. Mais comme vous le savez, il y a trois facteurs sur lesquels on peut jouer. Le niveau des pensions. Et là, c'est clairement dit dans la lettre, on ne veut pas baisser les pensions. N'oublions pas ce point aussi, parce qu'on parle toujours des difficultés, des problèmes, mais parmi les objectifs fondamentaux qu'on s'est fixés, c'est ne pas baisser les pensions. Et on fait ça pour que les retraites actuelles et futures soient à un niveau convenable pour tous les Français. Donc, on ne baissera pas ça. Après, il reste deux autres facteurs. Il y a l'âge, en effet, et donc c'est évidemment le facteur sur lequel on doit jouer, parce qu'il est inévitable qu'on travaille un peu plus vieux en France. Comment Jusqu'à quel point, de quelle façon, c'est ça qui doit encore se discuter. Et puis en troisième lieu, les cotisations. Alors là, ce qui ne doit pas augmenter, c'est le coût du travail. Comment on le fait coût du pour travail est déjà augmenter les cotisations sans toucher à la... Peut-être en compensant, si ça devait être le cas, par exemple. Imaginons que ce soit les cotisations, c'est évidemment pas encore décidé, ça se discute. Peut-être peut-on compenser par d'autres choses qui permettent que ce soit neutre en matière de coût du travail. Non, là, c'est ça qui est sur la table. Je ne vais pas faire la négociation moi tout seul ce soir. On peut en revanche essayer de voir ce qui peut être mis en discussion. Les acteurs peuvent avoir tout à fait en tête les déterminants du coût du travail et travailler ensemble à ce que ce coût du travail n'augmente pas, parce que on sait très bien que quand on augmente le coût du travail, on augmente le chômage. Or, justement, on commence à avoir de premiers résultats en matière d'emploi. Ce serait dommage d'abîmer cela. Il faut toujours avoir, encore une fois, en tête l'intérêt général, l'intérêt de tous les Français. Que quand on fait quelque chose, ce soit pas au détriment de ceux qui peut-être n'ont pas les moyens de bloquer, pas les moyens de se faire entendre, et qui sont par exemple les jeunes qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. En tout cas, on est parti pour 3 mois de conférence sur le financement. On ne sait pas encore si tout le monde viendra, mais FO, par exemple, disait il y a encore sur cette antenne hier qu'ils viendront. Vous pensez sincèrement que les partenaires sociaux vont se mettre d'accord, que la CFDT va tomber d'accord avec FO ou la CGT lors de cette conférence? Forcément, on ne peut pas avoir un accord peut-être de tout le monde, mais en tout cas, on peut toujours essayer quand même. Un accord sans tout le monde, ce serait un accord quand même? Oui, ça arrive fréquemment d'ailleurs dans le dialogue social. On l'a vu sur d'autres sujets comme les lois travail. On peut avoir un accord. Vous savez, aujourd'hui, c'est la CFDT qui est le syndicat majoritaire en France, devant la CGT. Il est tout à fait possible d'avoir on sait aujourd'hui que l'UNSA est plutôt dans une optique constructive. On sait très bien que 1, 2, 3, 4 syndicats peut-être viendront dans tout cela. Si FO ou Philippe Martinez de la CGT ne tombent pas d'accord lors de 3 mois de conférence de financement, c'est pas grave, ça pourra avancer sans eux. Ce serait mieux de pouvoir évidemment avoir le maximum de syndicats, mais en même temps, on ne peut pas être bloqué parce que telle ou telle centrale s'oppose. Et s'il n'y a pas d'accord, vous mettez l'âge pivot dans 3 mois? Alors, le Premier ministre a vraiment été très clair sur ces questions. C'est plutôt que de dire d'avance, on va mettre l'âge pivot à tel âge, on va désormais écouter la conférence et ensuite voir à quel moment on met ce nécessaire avancement de l'âge